Je suis là. Donc, je suis directeur d'une fondation qui s'appelle l'Office chrétien des personnes handicapées, qui agit dans le champ du handicap avec une revue qui est là, Ombre et Lumière, entre autres, mais qui est aussi un service d'écoute et de conseil pour les personnes handicapées et les familles qui nous appellent, qui organise beaucoup d'événements, notamment pour les familles, mais pas que, type le week-end des pères, on avait le week-end dernier à Lyon, type une journée de maman, une journée de grands-parents, des week-ends pour les enfants de personnes handicapées, enfin, tous ceux qui sont autour de la personne handicapée et qui souvent souffrent aussi, et auxquels on pense pas souvent, parce qu'on pense que c'est normal souvent à la souffrance de la personne handicapée. On n'imagine pas qu'un frère de personne handicapée, ça peut souffrir du handicap de son frère. Voilà, et puis on apporte, on aide, on rassemble des réseaux d'associations. Ce week-end, j'étais tout le week-end avec un réseau de communautés chrétiennes qui accueillent des personnes malades psychiques autour du thème du corps blessé. On donne de l'argent à des initiatives pour qu'elles répondent aux besoins des personnes handicapées. Voilà, tout ça dans l'esprit de dire, et c'est ce que j'essaie de vous partager ce soir, c'est que les personnes handicapées, fragiles en général, bien sûr qu'elles sont aidées. Mais mystérieusement, elles peuvent humaniser une société qui a perdu le sens de la fragilité et qui, d'une manière, souffre de ne savoir que faire de la fragilité. Et c'est un peu ça que je veux partager ce soir. Vous avez des personnes handicapées dans votre famille? Ou proches? Oui. J'ai une cousine qui est autiste. Autiste, ouais. Sinon, non? Ah oui, je crois que j'ai un cousin qui est aussi. autiste aussi. Quand je dis handicap, tout handicap, ça peut être physique, mental, psychique. De plus en plus, on est interpellé par les personnes en fragilité psychique. Donc un cousin. J'ai aussi une tante qui a des soucis. Ouais. En fait, c'est beau. Il y a presque une personne sur 10 au total en France qui est handicapée, ce qu'il y a dans nos familles. En fait, souvent on n'y pense pas, on se dit bah oui, mais c'est vrai que mais ça touche beaucoup de monde, le handicap. Tout handicap confondu, hein, sensoriel, moteur, physique, mental, psychique. Encore une fois, le point de vue psychique, c'est la schizophrénie, les bipolaires, les dépressions, les troubles obsessionnels, enfin tout ce qui, l'anorexie, enfin bref, toutes ces choses. Oui, généralement l'anorexie. Alors c'est pas, on reste pas forcément anorexique toute sa vie. Certains le sont, mais c'est vraiment une épreuve pour la personne et pour la famille. Voilà. Je vais essayer de vous parler quoi. On se donne, on arrête le repas, on le prend à 20h, c'est ça qui est prévu? Un peu plus, parce que vous avez le temps quand même de dire ce que vous avez à dire. En fait, dire personne fragile, révélateur d'humanité, c'est ce qu'on a mis. C'est quand même pas une évidence, hein, vous le savez comme moi, mais sans arrêt des exemples, et moi j'en ai encore eu il y a peu, où je marchais avec un ami, on voit des personnes, des jeunes adolescents, à une terrasse de café, tous en fauteuil roulant, qui riaient aux éclats, ils étaient tous très handicapés, hein, ils riaient, en fait, ils se penchaient vers leur coca, ils s'aspergeaient avec leur paille, et une fois passé, l'ami me dit, oh là là, c'est triste. Et j'ai réalisé que, non, enfin, sur la situation, ils n'étaient pas tristes, mais que s'il a eu ce réflexe que j'étais parfaitement capable d'avoir, c'est quand il a vu les fauteuils et personne n'a envie d'être en fauteuil roulant. Et donc, c'est triste, mais du coup, c'est pas évident de penser que ces personnes dans ces fauteuils peuvent être révélateurs d'humanité quand on les regarde ainsi. Qu'est-ce que c'est triste. Autre exemple qui date un peu, mais un jour j'ai rencontré une directrice des ressources humaines d'une grosse entreprise de presse. On parlait des personnes handicapées de l'entreprise. Et parce qu'on préparait un colloque. Et elle me dit, oh là là, vous savez, de plus en plus, on me demande de recruter du personnel zéro défaut. Voilà. Et ça m'avait rappelé, quelques mois avant, on rencontrait le ministre de la Santé de l'époque et on lui disait notre inquiétude de voir que de plus en plus, quand l'enfant a été découvert handicapé in utero, les mamans étaient poussées vers l'interruption de grossesse, et le ministre de la Santé de l'époque avait dit de la même manière, avec la même lassitude, de plus en plus on veut des enfants zéro défaut. Zéro défaut à la naissance, zéro défaut à l'âge adulte. Difficile d'imaginer qu'ils vont être révélateurs d'humanité. Ces personnes, quand elles sont marquées par ces défauts visibles, irrémédiables, qui est trisomie, schizophrénie, tétraplégie, peu importe, mais pas évident, enfin, voilà, c'est pas évident. Et pourtant, c'est ça que je vais vous partager un peu ce soir. Mais le troisième exemple que j'ai envie de vous donner, c'est celui ça remonte à longtemps, parce que nous sommes parents de 4 enfants avec ma femme, et il s'agit de la troisième qui a 25 ans maintenant. Et c'était son baptême, donc il y a longtemps. Et on chantait ce chant que vous connaissez, j'imagine, je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis, tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit, on chantait ça à tue-tête. Et à la pause, il y a quelqu'un de ma famille qui vient vers moi et qui me dit, mais elle colère, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce chant? Comment on peut oser chanter? Je suis une merveille, je suis un trésor.
Et je me suis aperçu depuis, c'est que si effectivement certains parmi nous ont des défauts, encore une fois visibles, irrémédiables, sous forme de handicap, qui sont une épreuve, en fait il y a au fond de chacun d'entre nous, et vraiment chacun, et de moi aussi, alors je sais pas quel mot il faut mettre, mais mettez mots blessures, failles, souffrances, des choses compliquées qui nous font mal, qu'on essaye de cacher aux autres le mieux possible. On est souvent assez bon, on a des bonnes stratégies pour essayer de masquer aux autres. On peut même essayer de se cacher à soi-même, pas mal. Mais en fait, elles sont là. Elles sont là et ça nous fait généralement penser qu'en aucun cas, si je suis quelqu'un d'aimable, de considérable, de considéré, donc de considérable, ça n'est pas là. Ça sera pour tout le reste, mais sûrement pas pour cette partie fragile de moi-même avec laquelle j'ai pas mal de difficultés à être frère, finalement. Voilà. Et si je vous dis cette petite histoire-là, c'est qu'au fond, moi, j'ai la chance de rencontrer tous les jours des personnes dont le premier réflexe que je comprends tellement bien, c'est quand même, oh là là, qu'est-ce que c'est triste. Et finalement, ces personnes, elles m'enseignent que nous sommes tous de fait des trésors, même moi. Et pas malgré nos fragilités et nos défauts, non, dans nos fragilités et dans nos défauts. Et que ces défauts et ces fragilités ne sont pas un problème. Ils en sont, j'exagère un peu dans ça, mais peuvent ne pas être un problème, en tout cas dans notre vie commune, si on sait les mettre en commun. Et c'est ça que je vais vous partager un peu, en vous disant que je pensais pas qu'un jour j'irais parler à des jeunes étudiants sur le handicap, la fragilité. C'était pas mon truc. Moi, j'ai fait une école de commerce, et tout allait bien dans ma vie, j'étais un mec vachement bien. Plein d'activités, plein d'engagements, président d'associations, etc. Et si je suis là aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, me trouvant au service militaire, qui était obligatoire à l'époque, je me suis trouvé dans un régiment pas loin de Paris. J'ai vite réalisé que j'allais m'ennuyer les soirs et les week-ends. Et donc on m'a parlé d'un petit foyer qui cherchait, c'était écrit comme ça dans l'annonce que j'ai trouvé, des jeunes professionnels pour partager la vie de personnes ayant un handicap mental léger. Et moi j'étais à Montlhéry, je me dis bah, c'est parfait, j'avais une moto, et je vais aller là, parce que du coup cette année inutile, je vais la rendre utile, puisque moi je suis plein de talent et que je suis quelqu'un de bien, je vais donner mon année à des gens qui ont moins de chance que moi et qui ont besoin de mes talents. Je m'étais fait un schéma assez simple comme ça, mais c'était surtout pour un an, parce que mon idée c'était ensuite de bosser dans le marketing, dans le luxe. Voilà. Et je me suis trouvé dans une chambre avec un homme qui s'appelle Pierre. Et quand j'étais arrivé, en fait, il y avait personne dans la maison, sauf un autre homme, Jean-Pierre, et je m'étais dit, dans ce foyer, il y aurait des personnes handicapées, des personnes pas handicapées, moi j'étais bien là, et j'étais pour aider ceux-là. Mais Jean-Pierre, je savais pas sûr qu'il était là, mais pas sûr qu'il était là non plus. Il était un peu bizarre, pas assez dans mon esprit pour être là, mais un peu trop dans mon esprit pour être là. Donc je suis embarrassé, et il me montre mon lit, et il me dit, tu partageras la chambre de Pierre. Pierre arrive, j'étais vraiment content. Il était bien là, renfrogné, et en plus sa mobilette était tombée en panne, donc il était vraiment, je me suis dit, voilà le mec à qui pendant un an, je vais donner mon temps, mes talents, et faire en sorte qu'il aille mieux demain. Voilà. Ça, c'était moi qui voyais ça comme ça. Mais lui, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que même concrètement, on n'était pas dans le même ordre. Et même concrètement, moi j'avais déplacé une armoire qui bloquait mon lit, 2h du matin, énorme bruit. L'armoire qui revient vers mon lit, c'était Pierre qui trouvait qu'elle était mieux là. Toutes les nuits pendant un mois au moins, on négociait vers 1h, 2h, 3h pour que l'armoire, quand enfin on a trouvé c'était sa mobilette, il avait une mobilette, et était très bien en garage selon moi, mais un jour il a trouvé qu'elle était mieux près de son lit, sur le premier étage de la maison, et donc toutes les nuits, dispute, généralement dans l'escalier, parce que j'entendais, et moi je poussais la mobilette vers le bas, et lui poussait vers le haut, et dans ces moments il était tellement obsédé par l'idée que sa mob devait être là-haut, qu'il arrivait à monter la mob, et moi. Voilà. Et après c'était le feu, c'était l'eau, en fait Pierre était une personne qui souffrait de troubles psychiques assez sévères, qui avait des obsessions terribles, qui était extrêmement angoissé, et l'angoisse pourrait tient éveillé, et il avait ces obsessions qui faisaient qu'il ne pouvait pas s'empêcher de l'armoire, la mobilette, après c'était le feu qui faisait juste devant la porte, avec les voisins nous téléphonaient en disant il y a le feu chez nous. Voilà, ça n'arrêtait pas. Et c'était un peu fatigant, parce que c'est fatigant les nuits, mais c'est pas ça qui était dur pour moi, c'était que moi j'étais venu pour lui faire du bien, ce mec. Et ça ne marchait pas. Non seulement ça marchait pas, mais il faisait des bêtises plutôt de plus en plus graves, de plus en plus dangereuses d'ailleurs souvent, pour lui-même, pour les autres. Et donc il y avait une sorte d'échec là, qui était pas, enfin moi j'étais venu pour réussir, quoi. Comme le reste marchait bien, je devais bien marcher dans le fait que Pierre devait aller mieux grâce à moi. Et ce qui fait que j'étais vraiment pas bien avec lui.
D'autant moins bien que à chaque fois qu'on s'est disputé, parfois même battu, à chaque fois Pierre, vraiment il parlait comme ça, il parle encore, il est vieux maintenant, mais il parle encore un peu comme ça, plus lentement encore, mais il disait Philippe, j'aurais pas dû. Alors, l'armoire, le feu, mais est-ce que tu m'aimes quand même, est-ce que tu restes mon ami? Alors, la bonne réponse était ouais, mais intérieurement j'étais en colère contre Pierre. Et je me suis aperçu qu'en fait, dans la durée, que j'avais à peu près la même question que Pierre. Lui, il avait, sa façon de formuler, c'était, je ne sais pas ne pas faire les conneries que je fais, mais est-ce que je suis aimable quand même, comme je suis? Et que moi, c'était, faut-il que je réussisse tout ce que je réussis, que je déploie tout ce que je déploie pour mériter la considération des autres, ou est-ce que je suis aimable, comme je suis? Et je me suis aperçu que si j'étais aussi proactif, énergique, engagé dans des tas de choses, c'est qu'en fait, j'allais chercher la considération, l'amitié, peu importe le terme, et que je n'étais pas du tout sûr d'être quelqu'un d'aimable comme j'étais. Et or Pierre, il me donnait son amitié sans condition. Ça lui était complètement égal, le diplôme, l'école, je sais pas quoi, la présidence du bureau des élèves, ça lui était complètement égal. Il voulait juste que nous soyons amis. Voilà. Et moi, ça a été une découverte un peu laborieuse et douloureuse, mais une découverte salutaire parce que j'ai réalisé qu'il fallait que je sorte de cette façon d'être, quoi. C'était pas, j'allais pas être heureux si j'étais sans arrêt à chercher la considération, à essayer de mériter la considération. Et du coup, je me suis engagé, ensuite, au lieu d'aller commencer mon marketing, je me suis engagé à l'Arche de Jean Renier, que vous connaissez peut-être. Ce sont des communautés de vie pour les personnes handicapées mentales, dont j'ai été, j'étais directeur d'une communauté et puis responsable de l'Arche en France ensuite, avant d'être à l'OCH. Voilà. Donc, Pierre est quelqu'un qui, mystérieusement, alors pour le coup, je comprends bien, m'a révélé mon humanité. C'est-à-dire que m'a révélé que mon humanité, c'était pas dans mes diplômes, c'était pas dans ma vie sociale très riche, c'était d'être moi. J'étais humain juste parce que c'était moi, et lui, de sa manière, me demandait que je le considère tel qu'il était, comme une personne à part entière, et qu'il avait besoin de cette certitude. Entrez, bonjour. Désolé de vous déranger. Oui, mais on a tout mis là. D'accord. On a des commentaires. Et donc, voilà, il a été pour moi révélateur d'humanité. Et du coup, je vous l'ai dit, je me suis engagé ensuite à l'Arche, donc et ça m'a fait rencontrer beaucoup de jeunes, parce que beaucoup de jeunes à l'Arche viennent pendant un an à peu près. Un jour, je me rappelle toujours cette jeune femme, Frédéric, allemande, qui avait fait une année de césure dans des études très brillantes, qui jouait de la musique à merveille, plusieurs instruments, qui était très jolie, enfin qui avait tout. Et à la fin de l'année, quand je la vois, elle me dit, Philippe, j'ai passé là l'année la plus importante de ma vie. Elle avait 20 ans. Je dis, c'est marrant, comment quelqu'un aussi, je sais pas comment dire, peut dire avec Luc, avec Thierry, avec des hommes dont le visage est marqué, dont l'intelligence est blessée, dont le comportement, je vais quand même dire, voilà, c'est triste. Et ben, cette femme dit avec eux, j'ai passé l'année la plus importante de ma vie. C'est fort, hein. Autre exemple, mais ce qui m'avait marqué un jour, c'est un prêtre dans la rue qui m'aborde, qui me dit, tu te rappelles, j'étais chez toi quand j'étais au séminaire. C'était 15 ans avant. Et de fait, pendant un mois, cet homme, pendant son séminaire, a fait un mois d'expérience, vous savez, dans des foyers. Et je dis, non, tu gardes quoi comme souvenir? Moi, je me rappelle pas, lui. Et lui, il me dit, tu sais, le mois que j'ai passé dans le foyer, ça marque mon sacerdoce. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes ou ces hommes, encore une fois, dont le premier réflexe, c'est de dire, attendez, c'est triste, enfin, lui, il dit, ça marque mon sacerdoce. Moi, je crois que ce que ces personnes nous révèlent, ce que Pierre m'a révélé, c'est que tous, quels que soient, mais tous sans exception, nous sommes faits, alors moi j'aime bien mettre le mot la communion, mettez le mot, mais j'aime bien le mot amitié aussi, on a comme fait pour cette relation qui n'a pas d'autre raison que simplement parce que c'est toi et simplement parce que c'est moi. C'est au baptême de Jésus, Dieu dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Et il dit pas parce qu'il fait des miracles et qu'il est super, non, c'est juste parce que c'est lui, et juste parce que c'est moi, et nous sommes les uns les autres aimés de ce même amour inconditionnel, cette même amitié que Pierre me demandait, est-ce que tu m'aimes quand même? Je ne sais pas ne pas faire les conneries, mais est-ce que tu m'aimes quand même? Et il m'a révélé que moi, toutes mes bonnes actions que je faisais, elles étaient là pour chercher l'amitié, mais qu'en fait j'avais besoin de savoir que j'étais aimé comme je suis. Voilà. Nous sommes faits pour l'amitié, pour rien d'autre. Un jour, j'avais vu à la télévision une personne âgée qui était interviewée dans son appartement, et le journaliste lui demande, qu'est-ce que vous attendez de votre auxiliaire de vie? Donc, je me suis dit, le ménage, les courses, elle va dire.
réfléchis, hein, je me dis, oh, de l'affection. À mon âge, on n'a plus que ça. Et je m'étais dit, si on avait demandé à un tout petit nourrisson dans les bras de sa maman, qu'est-ce que vous attendez de votre maman? Je pense que s'il avait la parole, il dirait, oh, de l'affection. À mon âge, on n'a encore que ça. Et je pense qu'entre le tout petit nourrisson qui est très vulnérable et le grand vieillard qui est très vulnérable, ça ne change pas. Simplement, on l'oublie, parce qu'on est moins vulnérable, nous, sauf que les personnes fragiles, handicapées, elles restent vulnérables. Et d'une certaine manière, elles nous rappellent, sans arrêt, Pierre nous rappelait, finalement, que nous sommes faits pour l'amitié, que pour l'entraide, pour la communion, et que c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous rend heureux. Une autre façon de le dire, c'est que dans nos vies où on est tellement suscité par tant de richesses, la seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre, et rien d'autre. Je me rappelle d'un homme, Antoine, quand je l'ai connu, il est mort maintenant, polyhandicapé, 30 ans, un tout petit corps dans une coque extrêmement fragile, ne pouvant rien faire, tous les membres recroquevillés, des grands yeux ouverts, pas de parole, incapable de rien faire par lui-même, qu'il fallait nourrir très délicatement, laver délicatement. Et quand j'allais visiter, il était dans une arche, quand j'allais visiter les jeunes qui étaient avec lui, c'était bizarre, hein, mais peu importe les mots, mais ça voulait dire ça, tous me disaient, Antoine me fait du bien, il me donne vie. Je me disais, comment ce petit bonhomme, efficacité zéro, donne vie à ces jeunes comme vous, hein, des gens en pleine santé, en pleine énergie. Je crois que ces jeunes qu'Antoine révélait à ces jeunes qu'ils avaient une capacité à donner vie. Et donner vie à Antoine, c'était, je l'ai dit, le laver, le nourrir, demeurer près de lui tout le temps, il fallait jamais le laisser seul. Donner sa vie, c'est donner son temps. Quand on donne son temps, on donne sa vie. Et là, le temps, c'est bien ce qui matérialise le mieux notre vie. Et ça leur faisait du bien. Et je me disais, en fait, Antoine, qu'est-ce qu'il donnait de lui-même? Eh ben, lui-même. Il n'avait rien d'autre à donner que ce corps fragile, recroquevillé. Il n'avait pas le choix. Mais du coup, il le donnait. Et ces jeunes trouvaient auprès de lui, et je me suis dit, Antoine qui est mort maintenant, mais a donné le sens de la vie à des tas de jeunes qui se sont succédés auprès de lui, qui ont trouvé auprès de lui ce pourquoi nous sommes faits, eux, comme vous, comme moi. C'est ce don de vie mutuelle, cette amitié mutuelle qui nous rend heureux, Voilà, nous sommes faits pour donner notre vie à la vie de l'autre et pour recevoir notre vie à la vie de l'autre. Et il n'y a pas une personne qui échappe à ça. Antoine, encore une fois, n'avait aucune capacité, sauf celle d'éveiller finalement le meilleur de ces jeunes qui étaient avec lui, qui trouvaient auprès de lui le sens de leur vie dans ce don mutuel. Un jour, j'ai rencontré une femme tout petite, de petite taille, qui est conteuse, Guillemette. Et elle nous racontait, elle est artiste, donc elle est conteuse, elle allait à un rendez-vous, elle nous racontait cette histoire, et elle était en avance, il y avait une église, elle s'est dit, je vais aller prier, et pas de bol, il y avait des marches, elle a un problème de hanche, elle ne peut pas monter les marches. Et il y avait un homme de la rue qui mendiait, et elle a hésité, hein. Et puis elle a été lui demander. Et l'homme a laissé tous ses sacs, il l'a prise à plein bras, il a monté les 4 à 4 les escaliers, il l'a posé en haut, puis il l'a redit, il lui a dit avec une joie évidente, mais vous me demanderez pour redescendre, hein. Ce qu'elle a fait. Et un d'entre nous qui était avec elle, un d'entre nous lui dit, ah ben donc, t'as dû lui donner une belle pièce. Et il dit, ah non, j'ai même pas pensé. Et je pense qu'elle n'avait pas pensé tout simplement parce qu'elle a inconsciemment réalisé qu'elle avait donné à cet homme le plus important qu'on pouvait lui donner, c'était de lui demander quelque chose, à lui qui passe son temps à tendre la main, à qui on ne demande jamais rien, de lui demander de la porter, c'est son corps fragile, porté par cet homme, l'a mis dans une joie qui a illuminé sa journée, c'était évident, et que lui a donné le plus important qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de le regarder comme pour en donner quelque chose. Antoine ne pouvait rien faire, mais il pouvait donner. Et je pense qu'il devait sûrement sentir dans son cœur qu'il donnait, qu'il faisait du bien à ces jeunes. Voilà. C'est Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II avait eu une phrase que je crois bien d'un proverbe africain. Il avait dit, nul n'est, j'espère pas inverser les choses, nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, et nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir. Et souvent, je me dis, on peut chacun d'entre nous un peu examiner nos vies, et du côté de nos pauvretés, et du côté de nos richesses, et de regarder comment nous sommes dans cette dimension d'échange. On a toujours quelque chose à donner dans nos pauvretés, et toujours quelque chose à recevoir dans nos richesses. On peut croire qu'on est autosuffisant, on n'est jamais autosuffisant. C'est une illusion, une illusion. Et si, effectivement, je vous disais tout à l'heure, la personne très âgée qui dit, dans l'affection, à mon âge, on n'a plus que ça. Et le petit nourrisson qui dirait, à mon âge, on n'a encore que ça. Si on l'oublie, c'est qu'on se laisse encombrer. Je me laisse sans arrêt encombrer. Dans l'évangile, le texte du jeune homme riche, vous le connaissez, ce jeune homme qui voit Jésus, qui est séduit par Jésus, qui a envie de le suivre, et Jésus manifestement l'aime. Donc il y a une amitié qui naît.
Et le jeune homme qui demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Et vous savez l'histoire. Tu vends tous tes biens, tu le donnes au pauvres, tu me suis. Et le texte est très clair, à ces mots, il devint tout triste, car il avait de grands biens. C'est que ces grands biens sont une cause de tristesse pour lui. Cette richesse apparente, on pourrait dire qu'il il a de l'argent. Eh ben non, il en devint triste parce qu'il savait que la vraie richesse c'était Jésus. Qu'il aurait voulu suivre Jésus, seulement voilà. Il avait des grands biens qui l'ont coupé de la vraie richesse qu'il devinait, Jésus. Et donc ces grands biens sont révélés être une fausse richesse, puisqu'il le coupait de la vraie richesse. Ben, je pense qu'on a tous, l'un des autres, nos fausses richesses qui nous coupent. Donc, ça peut être l'argent, mais pas que l'argent, hein. Ça peut être le pouvoir, ça peut être le savoir, ça peut être le statut social. J'ai un ami évêque qui m'a dit un jour, tu sais, le statut d'évêque, ça peut vraiment devenir une fausse richesse qui te coupe de l'autre. Et je peux comprendre ça très bien. Alors comment faire? Parce qu'en même temps, je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter d'apprendre, il faut passer les concours bientôt. Donc la question, c'est pas le savoir est nécessaire, on ne peut qu'encourager à ce qu'on développe le plus possible de talent. Le pouvoir est nécessaire. Je ne pense pas qu'il y ait une société qui ne puisse s'organiser s'il n'y a pas d'organisation du pouvoir. L'argent est nécessaire. Moi, j'en ai besoin pour ma famille et j'en cherche tout le temps pour le CH. Donc, pas dire que c'est... La question, c'est pas de s'en priver. La question, c'est comment faire pour que ça ne devienne pas des choses qui viennent me couper de l'autre, de la vraie richesse. Et je pense que plus on est en situation d'argent, de pouvoir, de savoir, de statut social, plus on a besoin d'avoir dans nos vies des gens comme Antoine, comme Pierre, comme Guillemette, des gens qui, dans leur fragilité, vont nous rappeler que nous sommes faits pour la communion, pour l'amitié, vont nous rappeler que la seule vraie richesse qui compte, c'est l'autre, et vont nous inviter à mettre notre argent, de pouvoir nous savoir au service de la seule vraie richesse qui compte, qui est l'amour. Et donc plus, moi je dis toujours aux évêques, que pour entendre ces grands, je dis, mais allez manger de temps en temps avec des patients handicapés. Ou allez manger dans des... L'année dernière, moi je suis aussi président d'une association qui s'appelle l'APA, Association pour l'amitié, qui organise des colocations pour des gens de la rue avec des jeunes professionnels. Et le cardinal 23 est venu passer le jour de l'an avec nous, le 30 ou le 1er janvier, peu importe. Je me dis, il a dit, quel cadeau vous me faites? Il a dit, vous me demandez rien. Et c'est vrai, on n'avait rien à lui demander, on était juste content qu'il soit là, et les gens de la rue qui étaient là étaient honorés de sa présence, et lui, de sa manière, était touché que ces gens ne lui demandaient rien d'autre que de se réjouir d'être avec lui. Voilà. Plus on est en situation, les chefs d'entreprise, toujours, mais prenez du temps, prenez du temps pour les rencontrer, les pauvres. Donc, rencontrer, hein, pas les servir. Les servir, c'est bien, mais les servir, ça reste ce que je voulais faire avec Pierre, moi. Je voulais être généreux avec Pierre. Généreux, c'est celui qui est au-dessus qui donne. Hein. Donc, Pierre, il est voulu. Ça sert à rien, la générosité. Il voulait qu'on soit aimé. Et il m'a mis sur un chemin d'humanité qui n'est pas fini, mais je sais que c'est ça le chemin. Voilà. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur, et je vais peut-être terminer là-dessus, mais je pense qu'il y a un enjeu majeur dans notre société sur la place des personnes fragiles. Parce qu'on est une société qui a, et vous le savez comme moi, beaucoup de mal avec la fragilité. Je pense souvent la grosse question de notre siècle, ça va être la fragilité de la condition humaine. Voilà. C'est vrai qu'on est dans une société qui est de compétition, qui est de performance, où il faut toujours être dans le plus, il faut être plus, et que ça prend dès l'école. Moi, je vois bien comment les parents, et je comprends ça, cherchent toujours la meilleure école, avec la meilleure maîtresse, pour être dans la meilleure classe, avec les meilleurs trucs, pour être dans le meilleur collège, être un jour, je me souviens, pourtant c'était il y a longtemps, une discussion à la sortie de l'école où les mamans se demandaient comment être avec madame, peu importe son nom, madame Arthur, parce qu'elle faisait de l'anglais en primaire, et puis si elle faisait de l'anglais en primaire, on pouvait avoir une chance en 6e d'être en classe européenne, il fallait à ce moment-là surtout faire du russe, en seconde langue, parce que si on faisait du russe en seconde langue, on était obligé d'être au lycée Hoche, dans ma région, on était le meilleur lycée, et on devinait la suite, quoi. Le lycée Hoche, ça a été Janson de Sailly, après. Alors, en disant ça, encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, on a le devoir de développer nos talents. Et pas dans une logique de compétition des uns contre les autres, dans une logique de service des uns des autres, et que tous nos talents doivent être mis au service, notamment du plus fragile, parce que c'est le plus fragile qui nous dit le chemin d'humanité sur lequel on va être heureux. Sinon, on va se couper les uns les autres. Sinon, la compétition nous épuise. Cette logique de grimper l'échelle sociale, ça nous épuise, parce qu'on la grimpe. Et pour la grimper, il faut passer au-dessus des autres. Et en bas, c'est les plus fragiles. Sauf que tout à l'heure, je peux avoir un accident, on peut avoir un drame familial, et donc il y a une sorte d'angoisse dans notre société de est-ce que je vais pas être demain en bas de l'échelle. Voilà, ça nous épuise. Et je pense que quand saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il nous dit tous les membres du corps sont nécessaires au corps, il nous invite à une autre logique que cette logique de pyramide à grimper. Tous les membres du corps, et il y a cette formule, aucun membre ne peut dire à l'autre qu'il n'est pas nécessaire.
Je peux pas dire. Et il ajoute, les membres les plus faibles sont nécessaires au corps, doivent être honorés. Les membres les plus faibles. Je pense qu'Antoine, Linette, Pierre, c'est compliqué, hein, doit être honoré parce qu'il nous rappelle que ce corps, il est fait de membres où on a besoin les uns des autres. On a besoin des personnes. Je pense qu'on sera plus humain si on consent à notre interdépendance. Nous sommes interdépendants. Et on a un peu la philosophie aujourd'hui que moins j'ai besoin des autres, mieux je me porte. Là, c'est pas vrai. Plus on a besoin les uns des autres, mieux nous nous portons tous ensemble. Et Antoine ou Pierre, qui ne pouvaient rien par eux-mêmes, ils nous remettaient dans ce qui nous rend humains. C'est ce besoin les uns des autres qui fait qu'on va les uns les autres s'apporter, se reconnaître, s'aimer. Et même dans l'entreprise, hein, moi je rencontre un chef d'entreprise, une grosse entreprise, un 2000 salariés, et il me disait qu'au début il a pris les personnes handicapées par devoir, parce que d'abord il y avait la loi qui lui contraignait, puis c'est un devoir citoyen. Et puis il m'a dit, mais je me suis aperçu que ça marchait mieux. Alors, je schématise un peu, mais il me disait, je me suis aperçu que quand vous mettez une personne handicapée dans une équipe, toute la question du sens, elle est réglée. Et il me disait, le plus gros problème de l'entreprise aujourd'hui, c'est le sens. Mais mettez une personne qui a besoin des autres, tout d'un coup, il y a une attention les uns aux autres qui résout cette question du sens. Et cette attention les uns aux autres fait qu'au lieu de se faire un peu concurrence, juste de juxtaposer les compétences, on se met à se rendre service les uns aux autres, on se met à demander d'aide l'un à l'autre. Et on sait bien qu'une entreprise, c'est une équipe. Une équipe qui, et quand on commence à dire à l'autre, j'ai besoin de toi, c'est une équipe qui marche mieux. Si on laisse entendre que je peux me débrouiller tout seul, ça marche moins bien. Voilà. Donc je fais vite en disant ça, mais c'est une évidence que plus nous consentons en fait qu'on a besoin les uns des autres, mieux notre société marche, plus elle sera humaine, moins j'aurai peur d'être exclu si un jour je suis frappé par un drame, et les personnes les plus fragiles cesseront de nous poser les questions qu'on nous pose aujourd'hui sur quel sens ça a. Voilà. Et vous le savez comme moi, dans notre société, aujourd'hui, autour de sujets comme l'euthanasie ou au tout début de la vie, qu'est-ce qu'on peut se poser la question, ça a du sens qu'une vie comme ça vive? Ben oui, ça a du sens. Antoine, dont on dirait aujourd'hui, il faut pas qu'il naisse ce garçon. Ben si, Antoine, mystérieusement, on a cessé de révéler à des jeunes le sens de la vie. Et donc Dieu merci, Antoine l'a fait. Aujourd'hui, c'est évident que s'il était détecté in utero, voire même à la naissance, on dirait non, il sera malheureux. Non, Antoine n'était pas malheureux. Tant qu'il était aimé ainsi, il n'était pas malheureux. C'est notre projection qui fait qu'on va penser qu'il va être malheureux. Je dis pas que le handicap c'est bien, hein. Le handicap c'est violent, hein. Ça fait mal. Et plus il y a ça, plus on a besoin justement d'être dans cette dimension d'amitié, de rencontre, qui fait que cette violence du handicap va tout d'un coup se transformer en mieux vivre. Et toute l'histoire de l'évangile est là, hein. Jésus n'a pas cessé d'être avec des personnes malades et handicapées. Hein. Pas une page d'évangile où il n'est pas avec des malfoutus de sa société. Et il n'aime pas le handicap, parce qu'il n'arrête pas de guérir. Hein. La question n'est pas de dire que le handicap c'est bien, hein. Mais il n'arrête pas de dire et de manifester que ces personnes handicapées doivent être au cœur de la communauté. Et quand il dit, vous savez, dans ce texte d'évangile, si tu donnes un festin, tu n'invites pas ta famille, tes amis, tes riches voisins, tu invites les estropiés, les aveugles, les boiteux, et tu seras heureux. Effectivement, il nous met dans ce chemin d'humanité où ces personnes estropiées, aveugles et boiteuses vont nous mettre dans ces dimensions de communion, d'amitié, d'attention les uns aux autres qui nous rend heureux, Et donc, effectivement, ils sont révélateurs d'humanité puisque notre humanité, c'est justement de consentir à notre fragilité, d'en faire un lieu de rassemblement commun pour découvrir qu'on peut faire ensemble une communauté, je sais pas d'autres termes, une communauté où tous les membres sont nécessaires. On ne peut jamais dire Alain, on n'a pas besoin de toi. C'est dramatique aujourd'hui de laisser entendre qu'il y a des personnes qui seraient de trop. L'autre jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux une femme qui s'en prenait aux mamans de personnes handicapées en disant avec les moyens de la science aujourd'hui, c'est une violence que vous faites à vos enfants et à la société que de les laisser naître. Quelle violence pour les mamans, mais quelle violence à elles-mêmes, quelle violence à nous-mêmes nous faisons quand nous voulons être dans cette approche de la personne fragile comme quelqu'un qui vaut mieux par pitié pour elle-même et par pitié pour les autres, et limiter, parce qu'on s'élimine soi-même dans cette dimension de fragilité qui est dans notre vie. On sera tous vieux. Allez-y, ouais. Je dis ça, mais moi, par exemple, si j'ai un enfant handicapé, je sens que je suis pas capable de... J'ai pas envie d'avoir ça, quoi. Mais je comprends très bien, moi non plus, j'ai pas envie. Qui a envie d'avoir un enfant handicapé? Mais je comprends je comprends parfaitement que je sois dans cet a priori-là. Si j'ai un examen et on me dit que mon enfant va être handicapé, tout ça, je cesse la grossesse.
Parce que, enfin, en plus, j'ai des amis, par exemple, qui, une personne handicapée, enfin, ma fille est handicapée lourde, donc, fauteuil roulant, tout ça. Et bah, c'est compliqué parce que c'est toute leur vie après. Bien sûr que c'est compliqué. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Et si jamais, je souhaite de tout cœur que ça vous arrive jamais, je vous demande juste de prendre le temps de réfléchir, de rencontrer les parents et de parler, etc. Parce que qu'est-ce que, parfois, c'est a priori que je comprends parfaitement, qu'on met trop vite en œuvre parce qu'on y est poussé en plus. Je vois des gens parfois rester en grande souffrance parce que ça n'a pas été assez pensé en amont. Donc si jamais, et je sais que ça vous arrive jamais, de prendre le temps d'y réfléchir, de rencontrer, de parler. Mais vous avez raison, c'est pour ça que je disais le handicap est un mal, c'est une souffrance, c'est un malheur. Mais mystérieusement, et je peux, là je dis pour en être témoin, combien de parents peuvent me dire combien au début ils ont été, c'était un tsunami, et combien, à condition qu'ils trouvent ces lieux d'accueil inconditionnels, ils découvrent que un papa m'a dit un jour, jamais je dirais que le handicap de mon enfant est une grâce, mais je peux dire que mon enfant avec son handicap a été pour moi un chemin de grâce. Et il le disait très concrètement, comment il avait trouvé des tas de choses dans sa vie grâce à cette fille qui le premier réflexe, c'est de dire, mais je dois bien sûr préférer qu'elle ne soit pas là. Et je comprends ça tellement bien. Donc, je dis juste, voilà. C'est a priori complètement légitime, mais complètement, encore plus dans cette société qui a du mal. Prenez juste le temps, en espérant que ça vous arrive jamais, de le réfléchir. Et quand vous avez des amis qui vont être concernés, ne les poussez pas. Donnez-leur les moyens de réfléchir. Je dis pas qu'il faut leur dire, non, il faut pas lien. Je dis juste qu'il faut prendre le temps de la réflexion et notamment de rencontrer d'autres parents, etc. Parce que qu'est-ce que souvent je vois des gens qui sont poussés par leur propre maman, ou leur propre papa, ou leur propre, qui disent, attends, vous êtes malheureux, il va être malheureux. C'est un malheur en soi, mais ça n'est pas une vie malheureuse pour autant. Et c'est même seulement des vies qui peuvent être étonnamment belles, à condition qu'il y ait ce climat d'accueil qui, de fait, est peu dans notre société. Voilà. Mais je vais finir là pour qu'on puisse avoir le temps de parler. Je finis juste en vous citant deux personnes. C'est Jean-Paul II, justement, qui un jour a... Il faut se rappeler, vous avez connu Jean-Paul II, vous n'êtes pas génération Jean-Paul II, vous étiez jeune. Mais quand même, vous vous rappelez ce vieux pape tout cassé qu'on avait à la fin. J'aime bien rappeler ça, s'il était vraiment cassé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Oh, il faut qu'il arrête, le pauvre. C'est toujours l'idée que, par gentillesse, par compassion, le pauvre. Il a dit un jour à des personnes handicapées, il a été dit à juste titre que les personnes handicapées sont des témoins privilégiés de l'humanité. C'est fort, un témoin, une personne handicapée, ces personnes, en fait, mon premier réflexe, et moi aussi, c'est dire, oh, c'est triste. Témoins privilégiés de l'humanité. Elles peuvent enseigner à tous ce qu'est l'amour qui sauve, et elles peuvent devenir des messagers d'un monde nouveau, non plus dominés par la force, mais par l'amour. Voilà. Parce que de fait, l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être des loups les uns contre les autres, ou est-ce qu'on va être capable de s'aimer? Et pour s'aimer, je pense que c'est les plus fragiles qui nous disent le chemin, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. Antoine, tout et rien. Et l'autre phrase, c'est Thierry, un homme handicapé de l'Arche, avec qui j'étais, qui un jour dit à une jeune femme, toi et moi, on est pareils, on a les mêmes différences. Et je trouve que cette phrase assez bizarre dit assez bien ce que je voulais vous dire ce soir, quoi, c'est que on est pareil au sens où vraiment je crois qu'on partage une humanité commune. Et que de cette humanité commune, personne n'est exclu. Personne. Ni la très vieille dame, ni le tout petit enfant, ni le plus handicapé, ni Antoine, ni personne. Dans cette humanité commune, on peut vraiment, de fait, et tant mieux, découvrir qu'on est différent. Parce que cette différence, elle est une chance. Parce que forcément, on peut être dans cette dimension d'échange, de communion qui nous rend heureux. Mais à condition qu'elle soit reçue, parce que si c'est pour que cette différence devienne le lieu d'exclusion, du rejet, voire, il vaut mieux, en fait, ça va être insupportable. Mais c'est un enjeu majeur de notre société.